1h36 à Washington DC, 1h36 à Douala, à Yaoundé, à Guélémendouka, à Banjul au Cameroun. C'est le temps de l'émission spéciale de Média 2 Africa. Média 2 Africa, émission spéciale qui porte sur le décryptage du discours du chef de l'État, Paul Biya, discours lu à la nation camerounaise hier mardi. C'était tout simplement aux environs de 20h au Cameroun, 15h ici à Washington. Discours tant attendu par les Camerounais et la communauté internationale de manière générale. Est-ce que Paul Biya a convaincu? Est-ce que Paul Biya a déçu? Média 2 Africa se fait le devoir de décrypter ce discours-là 24 heures plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, avec deux panélistes de haut vol, Duclos Chouata qui est de la société civile et Peki Pene qui est un leader communautaire vivant ici à Washington DC. Alors, chers téléspectateurs, chers internautes de Média 2 Africa, vous pouvez intervenir dans le cadre de ce décryptage du discours de Paul Biya en appelant tout simplement le 202 971 56 57. N'hésitez pas à vous appeler et nous vous ouvrons le micro et vous donnez votre point de vue par rapport à ce discours de Paul Biya. Un discours qui était vraiment attendu. Les cœurs ont battu la chamade. L'horloge s'est arrêtée du côté du Cameroun, du côté des Camerounais même qui vivent un peu partout dans le monde pour pouvoir suivre ce discours. Et donc à Média 2 Africa ce soir, on va en parler de long en large. Duclos Chouata, bonsoir. Bonsoir Honoré, bonsoir également à mon copanéliste, bonsoir également à tous vos millions de téléspectateurs et d'internautes qui nous font l'amitié de nous suivre et de nous regarder ce soir. D'entrée de jeu pour vous, vous attendiez aussi ce discours comme bon nombre de Camerounais? Oui, comme tout bon Camerounais, je dirais que le discours était tant attendu puisque nous avons, que ce soit, quand je dis nous, que ce soit la société civile, que ce soit les politiques, tout le monde attendait, n'est-ce pas, la sortie du président parce que il y a eu des remue-ménages de gauche à droite. Si on s'en tient par exemple à la sortie du Premier ministre, également à la sortie du ministre de l'administration territoriale, il y avait un contrepoids entre les deux et je pense que la sortie du président était salutaire pour, n'est-ce pas, recadrer les tirs et également les faucons du régime. On en parlera. Alors de l'autre côté, à ma droite, c'est Peki Pene. Peki Pene est un leader communautaire, président de plusieurs organisations communautaires ici dans le DMV, entendez, District of Columbia, Maryland, Virginie. Peki Pene, bonsoir. Bonsoir Honoré, bonsoir Duclos, bonsoir Lati, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous font l'honneur de nous suivre en ce moment, surtout ceux du Cameroun qui sont restés éveillés jusqu'à cette heure tardive de la nuit pour pouvoir écouter ce que nous allons dire. Merci infiniment pour l'honneur que vous me faites une fois de plus en m'invitant ici ce soir. Très rapidement, Paul Biya, il a convaincu ou il a déçu? Mitigé, je dirais. Il a certainement convaincu des personnes qui auraient été convaincues, peu importe ce qu'il aurait dit. Ben, je crois que si on regarde son discours sur le plan des attentes, rien de nouveau n'a vraiment été perçu dans son discours, puisque tout ce qu'il a dit, c'est ce que tout le monde, plus ou moins, dit depuis 3 ans. C'est un peu comme s'il a fait le récapitulatif de ce que la communauté nationale et internationale, de ce que la communauté religieuse, de ce que les hommes politiques disaient depuis 3 ans. Donc, on en parlera dans ce studio ce soir dans le cadre de ce décryptage. Comme vous le savez, l'émission est interactive, nous vous l'avons dit, c'est le 202 971 56 57, il est ouvert, mais vous pouvez appeler pour intervenir. Déjà, on va dire bonsoir à ceux qui nous regardent présentement, Tommy Boza, Olivier Tchokoté, bonsoir Monsieur Tchokoté, Bernard Hay, un président fantôme qui n'est jamais sensible aux cris de sa population. C'est toi-même le terroriste, Monsieur le Président, ça c'est Bernard Hay qui le dit, puisque sûrement il y a eu cet extrait du discours que Média 2 vient de passer, et donc c'est à la suite de cet extrait que Bernard Hay réagit ainsi. Edmond Maché, depuis la Virginie, on lui dit bonsoir.
Olivier Chokoté et Alex. Manila Bankalov, on vous dit bonsoir, merci d'être fidèle téléspectateur de Média de Africa. Elvis Romsi Romeo, vous avez le salut de Média de Africa et des panélistes. Géraldine Laura Claire Wonder, bonsoir mon président Peki Péné, c'est elle qui le dit. Lucas Kemeni depuis la Virginie, on vous dit bonsoir et merci d'être fidèle téléspectateur et internaute de Média de Africa. Sans plus tarder, donc, il faut le dire, le discours de Paul Biya a commencé tout simplement par une information selon laquelle, depuis le début de la crise anglophone, le Cameroun a entrepris de répondre aux plaintes des anglophones, des Camerounais d'expression anglaise, avec telle ou telle chose. Alors, très rapidement, comme ça, pour nos panélistes, est-ce que dès le début de cette crise, le gouvernement camerounais a reconnu qu'il y avait un problème anglophone au Cameroun? Je dirais de prime abord que le gouvernement camerounais n'a jamais reconnu la crise. Il est vrai que la crise a découlé d'un problème, d'une revendication corporatiste et je pense qu'à la deuxième ligne du discours du président, il le reconnaît, il reconnaît ce problème. Également, si on s'en tient à la dissertation de son discours, il fait bien, n'est-ce pas, de planter le décor en nous faisant part, n'est-ce pas, d'un certain nombre de points qui a, n'est-ce pas, engendré le déclenchement de cette crise et il plante également le décor en faisant part, n'est-ce pas, des éléments de solution qu'il a donné, qu'il a instruit, autant pour moi. Également, quand on descend un peu plus en bas de son discours, et c'est où je dirais qu'il y a satisfaction de l'attente de l'opinion publique, n'est-ce pas, ce dialogue on en parlera, on reviendra à ce dialogue. Alors, Peki Péné, dès l'entrée de son discours, le président reconnaît la crise anglophone. Est-ce qu'il a fallu attendre 3 ans, quand on sait qu'au début de cette crise, en 2016, le gouvernement camerounais, tous les ministres et autres, ne cessaient de dire qu'il n'y a pas de problème anglophone au Cameroun? C'est cela honorer la chose la plus surprenante parce que vous savez, on dit diriger, c'est anticiper. Anticiper, c'est-à-dire que voir des crises comme ce que connaît le Cameroun en ce moment venir, essayer de prendre des mesures pour détourner, pour empêcher que la crise ne s'installe. Mais nous sommes dans une situation où nous avons comme impression que tout le monde voit quelque chose, sauf ceux qui sont supposés nous diriger. Et le gouvernement, jusqu'à présent, a procédé, je vais dire, est passé de contradiction en contradiction. À chaque étape, il y a une réaction plus ou moins violente, comme par exemple les revendications corporatives, nous savons comment ça a commencé. Au départ, les avocats, quand ils ont manifesté, ils ont été très violemment réprimés. Après, le gouvernement a reconnu qu'il y avait un problème et a essayé d'apporter une solution. Et les membres du consortium ont commencé une négociation, ensuite ont été arrêtés pour être en plus relâchés. On a comme impression que le gouvernement, à chaque étape, essaie de prendre une décision opportuniste qui va peut-être lui permettre de régler un problème ponctuel, mais pas un problème à long terme. Nous savons tous, et là, ça ne conforte pas ceux qui disent à haute voix que M. Biya fait tout pour être maître de son temps. Si nous pouvons l'appeler ainsi, si nous pouvons parler en ces termes-là, hier, M. Biya que nous avons vu était un homme qui n'inspirait pas confiance du tout. Il était un homme qui ne dégageait aucun enthousiasme, un homme qui avait l'air extrêmement fatigué, un homme qui avait l'air d'être forcé pour être là où il était. Vous savez, quand une population comme la population camerounaise, extrêmement jeune et dynamique, se retrouve dans la situation actuelle, nous avons besoin de discours qui inspirent. Nous avons besoin des leaders qui peuvent être des modèles, qui peuvent inspirer. Mais le président Biya que nous avons vu hier était tout sauf cela. Je parle au niveau de la forme. Maintenant, quand nous allons au niveau du fond, il y a eu tellement de contradictions que nous nous posons la question de savoir comment est-ce que quelqu'un peut être maître de son jeu et en se conduisant tant dans un seul discours. Je prends un exemple. Quelque part, ceux qui font la guerre en ce moment doivent être combattus. Ça a été dit dans ce discours. Et la justice doit sévir. Mais d'autre part, on parle des chefs militaires qui vont être invités. On parlera de ce dialogue. On essaie de prendre le discours de manière crescendo. Duclos Chouatak, on a eu un président qui a lu un discours à la nation dans lequel il a finalement reconnu qu'il y a un problème anglophone
au Cameroun. Mais plus tard, parmi les solutions, il dit qu'il a nommé un Premier ministre anglophone et que depuis 1992, il nomme des Premiers ministres anglophones. Est-ce que ce n'est pas une fuite en avant? Oui, mais je pense qu'on ne peut pas incriminer le président directement. Reconnaissons quand même que le président Paul Biya a toujours été maître de son temps. C'est vrai que c'est une situation déplorable parce que je vais emprunter le pas au ministre de la Communication, Richard Okaminé du SDF, qui dit que on ne délègue pas la fonction présidentielle. Je vais comme ça prêter le pas pour dire que remettre les fonctions au Premier ministre par rapport à ce dialogue, c'est quelque part... On va parler de dialogue. Je dis bien, est-ce que le fait quand le président Biya égrène les solutions par rapport à la crise anglophone, il dit que depuis 1992, il a toujours nommé des premiers ministres qui sont soit du nord-ouest ou du sud-ouest. Est-ce que le fait de nommer quelqu'un d'une région est une solution aux multiples problèmes posés par les avocats? On a vu les avocats qui demandaient que le traité de l'OADA soit traduit en anglais, qui ne voulaient plus avoir en face d'eux des juges qui ne comprennent rien de la common law, des juges qui ne parlent que français aux justiciables anglophones, des enseignants qui ont manifesté à cause du fait qu'ils se retrouvaient dans un système totalement différent de celui dans lequel ils ont évolué. Donc, est-ce que le fait pour le chef de l'État de dire que j'ai nommé un Premier ministre anglophone, je n'en ai fait que nommer depuis 1992, est-ce que c'est une bonne réponse à ces multiples problèmes? Oui, mais la réponse ici à cette question, c'est la réponse à la marginalisation. Et je pense que le président a attiré l'attention de tous là-dedans pour dire que vous n'êtes pas marginalisé parce que plusieurs fois j'ai nommé, je crois qu'il a été très précis dans la date à laquelle il a commencé à nommer un Premier ministre qui est du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Mais là n'est pas le problème. Nommer quelqu'un du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ne revient pas à dire qu'il représente ou alors qu'il est quelqu'un de cette communauté. Et je pense que c'est cet élément de vivre ensemble, de mon point de vue, c'est cet élément de vivre ensemble que le président a voulu présenter. Et je crois que quelque part dans son discours, c'est vrai que la phrase ne me revient pas, il a fait part, je vais paraphraser ce qu'il a dit, que si on nomme les membres d'une certaine communauté, ils sont contents, et si on ne nomme pas les autres, ils ne seront pas contents, juste pour présenter un peu cet élément de vivre ensemble et pour dire qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais il est important de comprendre que tout le monde ne peut pas être à la même table. Mais Peki Pene, est-ce que c'est le fait d'avoir nommé quelqu'un à un poste, est-ce que le fait d'avoir nommé quelqu'un à un poste est une solution à un problème systémique, comme quand on parle de système éducatif anglophone et francophone, des enseignants anglophones qui se plaignent. Alors, on a nommé un Premier ministre qui est anglophone. Absolument pas, Olivier. Honoré, absolument pas. Vous vous rendez compte, le Premier ministre, il peut être anglophone. Mais il y a certains qui disent au Cameroun qu'il n'y a que deux partis politiques. Le parti de ceux qui sont exploités, le parti de ceux qui exploitent. Le Premier ministre peut être anglophone, mais être un Premier ministre qui fait partie de la bourgeoisie. Nous connaissons des ministres... Longa en parlait dernièrement dans l'une de ses dernières vidéos. Il citait les ministres qui sont venus de sa région et il disait que jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas une seule route. Nous pouvons avoir un Premier ministre anglophone qui, dès qu'il a un palu, va se soigner en Occident, alors que dans son village, il n'y a même pas de dispensaire. Avoir un Premier ministre originaire d'une région ne veut pas dire que cette région est satisfaite. Absolument pas. Et dans le discours du chef de l'État, il a dit également, j'essaie de faire l'équilibre régional, mais ça ne veut pas dire que les gens que je nomme doivent servir seulement leur communauté. Tout à fait. Ouais, ça, c'est une très grande contradiction. Je préfère avoir quelqu'un qui n'est pas de chez moi, mais qui apporte des solutions aux problèmes de ma population. Ce qui confirme les contradictions de ce discours. Absolument. Parce que il dit, pour calmer les anglophones, voilà, on a depuis 1992 nommé un Premier ministre anglophone. Vous n'êtes pas marginalisé. C'est une solution de façade. Mais en même temps, il dit, quand je nomme, ce n'est pas pour votre région. Alors, on a quand même eu un ministre de l'administration territoriale, à Kangandji, qui, quand il disait qu'il n'y a pas de problème anglophone au Cameroun, a simplement dit que les anglophones sont nommés à des postes de décision. Mais au jour d'aujourd'hui, quand on parle de nation, on parle d'État, est-ce que c'est parce qu'on a quelqu'un d'une région précise à un poste
que ça voudrait dire que le plan directeur, c'est-à-dire la façon avec laquelle tel domaine précis dont il est le chef doit fonctionner, parce qu'il est de cette région, ça doit profiter uniquement à cette région. Le chef de l'État a dit non. Absolument. Ben, il a raison s'il dit non. Mais dans son discours, ce n'est pas ce qu'il reflétait. Il disait par exemple que les anglophones ne sont pas marginalisés parce qu'il a nommé quelqu'un de chez eux. Ça veut dire qu'en clair, pour lui, nommer quelqu'un de la région anglophone veut dire résoudre le problème des anglophones. Mais le problème est beaucoup plus profond que cela. Et puis, il est surprenant aujourd'hui que c'est le chef d'État qui ne comprenne pas quelle est la profondeur de ce problème. Depuis 3 ans, ce problème est multidimensionnel. Nous avons vu des avocats, comme nous l'avons énuméré tantôt, manifester, les enseignants manifester. Aujourd'hui, nous parlons de ceux qui sont à la diaspora et qui attisent un peu les violences dans ces régions. Ils ont posé des problèmes sérieux de discrimination. Tout le monde est au courant. Mais venir aujourd'hui penser que nommer un fils du nord-ouest ou du sud-ouest, c'est résoudre les problèmes de cette région. Pour moi, c'est un manque de vision. Alors, est-ce que ce n'est pas simplement mettre du sparadrap sur une blessure sans pouvoir chercher à la nettoyer, mettre de la bétadine? Si on dit qu'on a nommé le fils d'une région, cette région doit se calmer parce qu'on a nommé son fils. Bon, écoutez, il faudrait qu'on soit propre à nos termes. Quand le président parle de la marginalisation, c'est pour dire qu'on ne pense pas à vous. Maintenant, est-ce que dire qu'on est marginalisé ne veut pas pourtant dire qu'on n'est pas nommé à un poste? Moi, je ne pense pas. Et je pense que Peggy l'a si bien dit. Ce n'est pas nommé qui représente la région, ou alors la province, ou alors la ville. Mais moi, je pense que dans le sens de la marginalisation du président, et là, je peux me tromper, c'était de dire... je nomme les gens de votre région à des postes de responsabilité. Et voilà un exemple qui est le poste de Premier ministre. Je pense que c'est dans cette optique. Est-ce que ce n'est pas de mauvaises réponses à de vrais problèmes? Parce que les problèmes de fond, ils sont. Il y a un problème de vivre ensemble, un problème de mal vivre des citoyens camerounais du nord-ouest et du sud-ouest. Alors, est-ce que le mal vivre peut être résolu simplement parce qu'on a nommé un fils de la région? C'est la question que nous posons à Médias Africa. Je suis d'accord, je suis parfaitement d'accord avec vous. Et à l'entendre de mes propos, je l'ai dit non. Mais je dis, ne trompons pas les propos de marginalisation tels que présentés dans le discours du président. Si on regarde, si on lit... C'est vous qui interprétez la marginalisation sur le président, mais la marginalisation selon les ressortissants du nord et du sud-ouest, ce n'est pas par rapport à la représentativité. Il ne faut pas confondre la représentativité et la marginalisation telle que présenté par les gens du sud-ouest. Je suis d'accord avec vous. À l'entame des propos du président de la République, il a parlé d'un problème de revendication corporatrice, où il a pris le soin de présenter un ensemble de points. D'accord, il a présenté un ensemble de points et les instructions qu'il a instruites dans la résolution de cette crise. Et je pense également que dans le même discours, il a reconnu que nous n'avons pas été satisfait. Il a également, je crois, fustigé, n'est-ce pas, l'activation au niveau de la diaspora. Il a également reconnu que nous ne l'avons pas, bref, quand je parle de nous, c'est-à-dire que le peuple et le gouvernement n'ont pas, n'est-ce pas, suivi, ou alors il n'y a pas une satisfaction totale de ceux qui revendiquaient, c'est-à-dire les gens du nord-ouest et du sud-ouest. Mais également, on peut prendre cela sur une forme de marginalisation, mais moi je reste sur le discours pour dire la marginalisation que présentait le président, c'était pour dire... Ça, c'est selon vous. Tout à fait. Vous ne dites pas le sexe des anges. Tout à fait. Une autre personne et une autre lecture différente de la vôtre. Très bien. On va dire quelques réactions. Alex Api, Olivier, Eric Lamine Kamga, bonsoir grand frère Peggy, Charlie Tenkem, Tekou Kam, Fleury Lambert Kamga qui nous regarde, on vous dit bonsoir, merci pour votre fidélité. Tamzo appelle à tous les Camerounais de la diaspora, tant que le président élu son excellence Maurice Kamto et son excellence Ayoub Tabé restent en prison, zéro dialogue, vive les ambazoniens, la vie ou la mort nous vaincrons. Ça c'est Tamezou. Bertrand Yima, Vanessa Chaba, le maréchal Tiano qui nous regarde, qui est à la réalisation de cette émission. On vous dit bonsoir. Maréchal Tiano, Félix Djemo, Amantep Napitani,
Napitani qui nous regarde, on vous dit bonsoir. Napitani qui va intervenir depuis New York dans quelques instants là. On a un téléspectateur en ligne là, on prend rapidement sa réaction et on revient dans ce studio à la suite de ce que Duclos a évoqué, parlant justement du dialogue, parce que le chef de l'État, en évoquant ce dialogue national, faisait croire que peut-être toutes les mesures qu'il a prises, qu'il a énumérées, n'ont pas satisfait et que peut-être dans le cadre du dialogue national, on aurait d'autres informations, on va trouver quelques moyens pour pouvoir satisfaire aux problèmes des régions anglophones du Cameroun. On prend cet téléspectateur. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle et vous appelez d'où? Oui, je suis Edmond Maché, depuis Abidjan, Détienné. Bonsoir Edmond Maché, nous vous écoutons. Oui, en fait, ce qui se passe là-bas avec le discours de votre président du Cameroun, là-bas, c'est en fait, je pense que ceux qui vont aller dans son appel de dialogue là-bas sont des idiots comme lui. Donc, voilà, une des choses en plus, son discours d'hier, c'était en fait une sorte de commenter les commentaires. Donc, ça n'intéresse vraiment personne. Et ce qu'il devrait faire, c'est de démissionner. Ce qui est le plus important, c'est que le pied qu'il devrait faire au Camerounais, au Camerounais, c'est de démissionner et d'organiser les nouvelles élections. Je trouve que si les gens contestaient ces élections, et l'autre point, il a parlé de l'origine de la crise anglophone sur le texte de l'OADA. En fait, ce n'est pas seulement depuis le texte de l'OADA que le problème anglophone existe. C'est depuis déjà dans la leçon au pouvoir et avant la région. Parce que la Sonara, c'est une société d'État. Et lorsque le texte de l'OADA, c'est un texte qui effectivement, il y a des élections anglophones de l'EPG. Et ce qui est très idiot, c'est que lui, il est resté dans tout ce pays-là. Il n'a jamais pensé que les deux étaient, le Cameroun est le seul pays à avoir la version anglophone de ce texte. Donc il fallait que, donc pendant 35 ans, il n'a jamais compris que ça devait créer un problème dans ce Cameroun. Et la Sonara qui est au Cameroun, qui est dans son anglophone, la CDC qui est dans son anglophone, il parle de Mapadi Moussongue, qui a été directeur de la CDC, n'a jamais pensé que la CDC devait être sur le texte de l'OADA et la version anglophone de l'OADA qui régit l'OADA, c'est ce texte-là qui régit la CDC et la Sonara. Donc, ne prenez vraiment pas les gens pour des idiots, pour les piquer. Je comprends qu'il y ait une région de piquer là-bas et je pense qu'un piquer ne va aller gérer tout ce pays-là. Demandez-lui de partir du Cameroun. Ok? On vous a écouté Edmond Maché, on sent que vous êtes vraiment fâché là. On va dire bonsoir à Elvis Kwamengi. Moi, je suis né, j'ai grandi, j'ai vieilli, et c'est le même cancre qui est président, et puis je me demande. Edmond Maché, nous n'acceptons pas des insultes. On va demander à la régie simplement de couper Edmond Maché. Et le volume, on a un petit problème de volume là avec Tamezou qui évoque ce problème de volume. TC Change, Président Peki, ça fait longtemps. Le professeur Wede qui nous regarde, Elvis Kwamengi, on vous dit bonsoir. Alors, Peki Pene, le président de la République, après avoir énuméré les mesures qui ont été prises par le gouvernement pour essayer de résorber cette crise anglophone, est revenu sur le dialogue qui est de plus en plus demandé par les Camerounais et a parlé d'un dialogue national où on parle de plus en plus de dialogue inclusif. Il a parlé de dialogue national. C'était une façon de mépriser les Camerounais qui demandent le dialogue inclusif et il a choisi le mot national en lieu et place d'inclusif. Tout d'abord, Honoré. Surtout qu'il a délimité, délimité le cadre dans lequel ce dialogue aura lieu, quoi. Certainement, le président a voulu faire croire aux Camerounais qu'il innovait. C'est-à-dire qu'en n'utilisant pas les termes que tout le monde a déjà utilisés, mais pour dire exactement la même chose. Eh bien, avant d'y arriver, je crois que toutes les mesures énumérées par le président de la République ressemblaient beaucoup plus à un discours de campagne qu'à une tentative de résoudre un problème. Parce qu'il y a problème aujourd'hui, parce que toutes ces mesures n'ont pas marché. Et tout le monde le sait et tout le monde le dit, sauf lui peut-être. J'étais très surpris qu'il vienne encore énumérer des mesures qui sont plus ou moins caduques, que tous les analystes au Cameroun disent que si nous sommes arrivés à cette situation aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas pu prendre des bonnes mesures. Parfois, on a envie de se poser la question de savoir si le président de la République vit au Cameroun, s'il est au courant de ce qui se passe vraiment au Cameroun.
Et à la fin, quand il parle de dialogue national, que ce soit dialogue inclusif ou dialogue national, la perception qu'il donne, c'est qu'il va choisir les interlocuteurs avec qui il va discuter. Et ça, ce ne sera pas un dialogue. Parce que dans un dialogue, c'est discuter avec des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec vous pour qu'ensemble, on puisse trouver des solutions. Mais comment imaginer qu'au jour d'aujourd'hui, le président Maurice Kamto, qui réclame encore la victoire aux dernières élections, soit en prison, qui soit le principal opposant du Cameroun, même selon les chiffres gouvernementaux qui sont combattus, qui ne sont pas acceptés par le MSC et la coalition gagnante, comme il le dit, qu'il soit en prison avec tout son soutien et qu'on parle de dialoguer avec des leaders politiques. Justement, on va revenir à vous. Duclos Chouattara, parlons justement de cette crise anglophone. Le chef de l'État dit avec qui on va dialoguer. Mais on sait quand même qu'il y a des gens qui ont montré leur visage. Il y a des gens qui se réclament être leaders de ces anglophones-là. Et certains de ces leaders, dont Tabé et 9 autres, ont été pratiquement condamnés à vie. Donc, et avant eux, on a eu le consortium. Alors, d'où vient-il que le président demande avec qui dialoguer? N'est-ce pas une contradiction, Duclos? Oui, il y a une contradiction, je reconnais, hein, et je pense que beaucoup d'analystes politiques, les membres de la société civile ont tous reconnu des contradictions dans le discours du président de la République. Mais je pense que à la fin de son discours, il nous donne les repères quand il dit le Cameroun est un et indivisible. C'est pour dire que de mon point de vue, hein, pour dire que les sécessionnistes n'auront pas part. Également, quand il parle du dialogue national, il dit bien toutes les forces vives de la nation. Et il énumère un certain nombre de points. Il parle Oui, mais question. Quand quelqu'un vous dit avec qui on va dialoguer, et puis il dit les forces vives de la nation. Oui, mais c'est un monologue. C'est pour ça que j'ai dit, dans l'entente de mes propos, j'ai parlé on peut bien, on regarde ce discours sous la forme d'une dissertation. Si vous regardez bien les étapes de la dissertation, c'est un peu ce que le président fait. La preuve en est que dans son discours, parce que j'ai essayé un peu de lire les anciens discours du président avant d'entrer dans ce studio, dans ce discours, il utilise le je 25 fois. Il utilise le nous 3 fois. Or, si on essaye un peu de lire les discours du président, il n'a pas coutume à utiliser le je. C'est-à-dire que si on se refait à ceux qui maîtrisent la langue. Ça revient à ce que nous disions, qu'il est maître de son temps. Il voudrait à tout prix montrer au Camerounais qu'il est maître de son temps et que c'est encore lui qui est là et bien là. Pekipedi, c'est bien cela? Si c'est ce qu'il essaie de faire, il le fait extrêmement mal. Parce qu'il va contre-courant, pratiquement. Je prends un exemple très simple. Vous savez, le week-end dernier, il y a eu une manifestation massive des Camerounais de la diaspora à Bruxelles. Mais ils avaient des revendications claires. Mais rien n'a filtré dans le discours du chef de l'État. C'est-à-dire qu'il vit comme s'il était dans une tour. Il ne comprend pas ce qui se passe dans la communauté camerounaise, que ce soit de l'intérieur comme de l'extérieur. À l'intérieur, même, je veux dire, les sécessionnistes, ceux qui demandent la décentralisation, ceux qui demandent la fédération, pensent que M. Biya est le problème. Mais il vient se poser aujourd'hui en solution, en citant tout ce qu'il a fait. Comme je vous disais tantôt, ça ressemblait beaucoup plus à un discours de campagne. Vous savez, dans tous les pays du monde, les grands chefs d'État, quand l'intérêt suprême de la nation est menacé, ils se mettent légèrement en berne. Ils essayent de faire appel à toutes les forces vives, mais cette fois-ci, les vraies forces vives de la nation, pour qu'ensemble, on essaye de trouver des solutions. Mais on dirait, comme l'a dit Duclos, qu'il est dans, je ne sais pas si c'est toi qui l'as dit, Duclos, qu'il est dans un monologue. Il se parle à lui-même, et il s'entend lui-même, et il croit qu'il a de bonnes solutions, alors que tous ceux qui sont à côté de lui trouvent qu'il n'en a pas. Quelque chose d'extrêmement grave. Vous savez, quand Maître Moretti est venu au Cameroun pour la première fois, dans son propos à la presse, il a dit « Le président Maurice Kamto veut dialoguer ». Et vous vous rappelez, Ayou Tabé a demandé à dialoguer. Et aujourd'hui, quelques mois plus tard, le président vient parler de dialoguer. Il est en retard par rapport à tout le monde. Mais il veut se présenter comme celui qui apporte des solutions à tous les problèmes. Et tout le monde voit que tel n'est pas le cas. C'est un peu comme si nous jouons un disque pratiquement rayé, je dirais. Très bien, on va lire quelques réactions et on va revenir dans ce studio. Il y a Tamzou qui dit bravo à toi, frère en veste, JB Kwabena, Jean-Bernard Kuaté. On vous dit bonsoir et merci d'être fidèles téléspectateurs. Les cœurs pour le président
Peki Pene, ça c'est Napitani qui le demande. Delphine Nunda, comment dialoguer sans les dialogueurs? Josué Tonton, bonsoir à tous. Mike Témon Thriller, vous décryptez même quoi? Là, quelqu'un qui dit la même chose depuis 37 ans. Mike Témon Thriller, il faut effectivement décrypter ce qu'il dit depuis 37 ans. Olivier Chocoté, bravo. Josué Tonton, salut. Président Peki, bravo. Josué Tonton, ceux qui ont les armes, ce sont les sécessionnistes. Ne pas dialoguer avec eux est une erreur de la part de monsieur Biapol. Alors, Peki Pene, on se rappelle quand même qu'en 91, il y a eu justement, le Cameroun s'est retrouvé dans une situation similaire à celle d'aujourd'hui, avec des grèves, des revendications de part et d'autre. Et puis, subitement, il y a eu cette tripartite. Et au lendemain de la tripartite, aucune résolution de la tripartite n'a été pratiquement appliquée, en dehors peut-être de quelques libertés qu'on a pu obtenir. Et puis, par exemple, la constitution de 96 n'a pu être mise en application, c'est-à-dire en 91 la première constitution, mais 5 ans plus tard qu'on l'a eu, en 96, avec les délimitations du mandat présidentiel, et qui plus tard, on a enlevé ce verrou-là, et nous sommes aujourd'hui combien d'années après cette tripartite? Est-ce que ce n'est pas un remake, par exemple? On ne se rend pas là vers un autre remake de 91? Absolument, absolument, et c'est la raison pour laquelle les Camerounais croisent de moins en moins aux propos et aux engagements de M. Biya. La tripartite était en quelque sorte comme de la roublardise politique, c'est-à-dire qu'on a donné l'impression aux Camerounais qu'on voulait mettre tout le monde ensemble pour déterminer les modalités de fonctionnement de notre nouvelle démocratie naissante. Beaucoup de personnes y ont cru. Vous vous rappelez, le SDF y allait, s'est rendu compte que c'était en quelque sorte pas ce qu'il revendiquait et est parti, a reçu beaucoup de reproches. Pourquoi est-ce que vous avez claqué les portes et tout ça? Mais plus tard, nous nous rendons compte que c'est le SDF qui avait raison. Et vous vous rappelez, lors des élections législatives, je crois, de 1992, le SDF a dit, si les conditions ne sont pas réunies pour une bonne élection, c'est pas la peine de participer. Et beaucoup ont dit, si le SDF avait participé, l'opposition aurait eu la majorité à l'Assemblée, et c'est ainsi que la vraie démocratie serait peut-être arrivée au Cameroun. Mais nous nous rendons compte que près de 30 années plus tard, c'est exactement la même chose. Ceci pour dire que la tripartite, c'était en 1991. Aujourd'hui, le dialogue national appelé par le président Paul Biya ressemble exactement à la même chose. Le président Paul Biya est le problème du Cameroun en ce moment. En essayant de faire la même chose, la situation du Cameroun, j'ai bien peur. Le Cameroun qui est le pays que nous aimons tous, dans lequel nous sommes nés, nous avons grandi, le pays de nos ancêtres, la situation du Cameroun va se dégrader davantage. Vous voyez les sorties qui ont suivi ces propos. Par exemple, aujourd'hui, les représentants de la diaspora agissante, la vraie diaspora, cette diaspora qui parvient à mobiliser des dizaines de milliers de Camerounais. Vous avez vu la résolution? Ils disent qu'ils ne sont pas partants, ils ne croient pas en un seul mot de ce discours. Ça veut dire qu'il est temps que le président légal du Cameroun, qui n'est pas forcément le président légitime, comprenne qu'il n'a plus la marge de manœuvre pour pouvoir décider de tout et crée vraiment une ouverture et discuter avec les vraies forces vives de la République. Vous pensez aussi qu'il y a un président légal et un président légitime au Cameroun? De mon point de vue, hein, le président de la République est le président de la République. Maintenant, il est légal ou légitime? Je vais répondre à votre question. Maintenant, sur le plan, ou alors si on veut lire politiquement les termes légal ou alors légitime, pour moi, ça n'a pas de sens. Ça dépend de quel jargon politique on se retrouve. On comprend. Vous ne voulez pas vous prononcer là-dessus. Très rapidement, est-ce que on ne s'achemine pas vers un remède de la tripartite? Bon, mais écoutez, vous faites bien de revenir sur la tripartite de 91. Déjà, il faut remarquer qu'il y avait 3 points qui étaient élucidés comme des grandes résolutions de cette tripartite. Il y avait la libération de tous les prisonniers politiques qui avaient été faits. Il y avait également la décrispation de la fiscalité qui avait été également effectuée. Et ce qui n'avait pas été fait, c'était la tripartite 2. Il faut qu'on s'entende là-dessus. La tripartite 2 n'a pas eu lieu. Et je pense peut-être... Qu'est-ce que vous entendez par tripartite 2? Il était prévu que après ces 2 points, qu'eux, ils se rencontrent
une fois de plus. C'est ça qu'ils avaient appelé la tripartite 2. Et on peut, sur le plan de la lecture, politique, on peut prendre ce dialogue comme étant la tripartite 2, si on veut appeler ça un rattrapage. Mais je pense qu'il est important de rester sur le problème actuel qui est, n'est-ce pas, la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, ou également le dialogue que présente le président et l'interpellation de toutes les forces vives. Je comprends également que l'attente des hommes politiques, des hommes de la société civile n'a pas été, n'est-ce pas, à l'ordre du jour. Je prends par exemple mon cas. Moi, j'attendais le président sur la crise post-électorale. Mais je pense que c'est ce problème un peu qui ne donne pas satisfaction à tous les Camerounais, amène certaines personnes à rester sur leur soif. Mais également, si on fait une lecture entre les lignes de la fin je crois, vers la fin du discours du président, où il essaye pas qu'il essaye, il reste dans ses positions non seulement de légaliste, mais également de républicain. Et le président, dans cette posture, si on le lit si on fait une lecture politique, il est resté légaliste à la fin de son discours. Il est également resté républicain en donnant des éléments de grâce qu'il peut utiliser dans le cadre de la décrispation de cette crise. Et on peut également lit à la fin de ce discours également une décrispation de l'atmosphère politique. Est-ce que ce n'est pas votre lecture? De tripartite 2, on n'en a pas eu de tripartite, on n'a pas eu de tripartite 2, on n'en a pas entendu parler. Est-ce que ce n'est pas un peu votre imagination? Non, s'il vous plaît. Quand on sait qu'au sorti de la tripartite de 91, bon nombre de choses, par exemple, l'article 66 de la Constitution de 96, qui est intervenu 5 années plus tard, après la tripartite, n'a jamais été appliqué sur la déclaration des biens. Vous voyez un peu, vous comprenez donc qu'on est resté sur sa fin après la tripartite de 91. Et on s'est retrouvé avec des acteurs qui étaient, comme l'a dit M. Péné tout à l'heure, des acteurs qui avaient été désignés par celui qui avait convoqué cette tripartite. Et l'on s'achemine textuellement vers cela, quand aujourd'hui, quand on regarde le discours de M. Biya, tout porte à croire que c'est lui qui doit désigner les acteurs pour ce dialogue national. Ou alors... Honoré, je reste encore sur ma lecture et je pense que je ne me trompe pas. La tripartite 1, avec 3 éléments, 3 grands points. Je n'entre pas dans les résolutions. Je vous dis encore qu'il y avait la libération des prisonniers politiques, de tous les prisonniers politiques. Il y avait la décrispation de l'atmosphère fiscale, puisque ne perdons pas de vue que dans les années 90-91, la fiscalité était très, très élevée au Cameroun. Donc, lors de la tripartite, c'était un des grands points. Et je dis encore, il était prévu... C'était qu'un point parmi tant d'autres. Il n'y avait pas simplement... On avait la liberté sociale, la loi sur la communication sociale. Il y avait l'amnistie, l'amnistie générale. Donc, il y avait plusieurs points. Alors là, c'est peut-être les 3 que vous avez retenus. Mais nous constatons simplement que bon nombre de résolutions de la tripartite qui auraient pu faire avancer la démocratie camerounaise n'ont pas été appliquées. Puisque quand vous parlez de fiscalité, en quoi est-ce que ça aurait pu, à l'époque là, décrisper l'atmosphère quand on sait que toutes les villes avaient été envahies, il y avait des villes mortes un peu de partout, il y avait des marches contre le multipartisme qu'il y avait eu, il y avait une réclamation forte de la conférence nationale souveraine qu'on avait partout en Afrique, avec le vent d'Est qui avait soufflé sur l'Afrique. Le Cameroun est le seul pays qui a décidé d'organiser une tripartite et plus tard un large débat. Et on se retrouve aujourd'hui avec multiples résolutions qui n'ont jamais été appliquées. Et nous voilà encore avec un autre dialogue national, avec pratiquement le même acteur, le même timonier qui doit décider de qui doit participer à ce dialogue. C'est tout simplement ce que Média 2 Africa fait véhiculer. Je crois bien que je ne suis pas entré dans les points. Je vous ai déjà dit, il y avait des grands points. D'accord, il faudrait qu'on s'entende là-dessus. Il y avait des grands points. Et si on veut entrer dans ces points, ça c'est autre chose. Mais j'ai dit, il y avait une rencontre qui était prévue et qui était appelée la tripartite 2. Maintenant, permettez-moi de chuter. Permettez-moi de chuter. Et vous avez bien fait. Je pense que vous avez, je vous suis très, très intelligent. Vous avez bien fait de mettre le mot à sa place quand vous parliez
du grand dialogue national. Parce que si on s'en tient en 91, où le président a recadré son ministre de la Communication entre le large débat et le grand débat pour dire que je vais simplement ici présenter l'emploi des mots justes par le président et qu'il s'en tient à ces mots. Ça, c'est votre point de vue que nous respectons. Petit Péné, vous voulez ajouter quelque chose rapidement avant qu'on avance Oui, je voulais un peu aller dans le même sens que Duclos, parce que la tripartite 2 était l'un des points les plus importants Tout à fait, merci. L'une des résolutions les plus importantes de la tripartite 1, parce que c'est lors de la tripartite 2 qu'on devait évaluer le travail effectué sur le terrain. C'est pour ça que nous disons que la tripartite 2 est devenue imaginaire. N'a pas eu lieu et pose encore un problème. On dit la même chose depuis. C'est pour ça que j'ai parlé de rattrapage. J'ai dit qu'on peut lire ça comme un rattrapage de la tripartite. Où des institutions ne s'imposent pas de fait, mais où la volonté d'un individu peut être supérieure à un consensus national. Tout à fait. Cela s'appelle de la dictature, pas de la démocratie. La volonté de Paul Biya tout seul ne peut pas aller à l'encontre d'une résolution, je vais dire, faite plus ou moins à l'unanimité comme la... C'est dans l'absence de cette tripartite 2 qui nous fait dire que c'est une affaire imaginaire et que c'est dans votre imaginaire parce qu'on s'est rendu compte qu'aucune des résolutions de cette tripartite, du moins en majorité, près de 80% de ces résolutions n'ont pas été appliquées au niveau du Cameroun. Et ça fait plus de 30 ans aujourd'hui, bientôt 30 ans aujourd'hui, et on se retrouve encore, c'est-à-dire en 2021, on sera à 30 ans quoi, après la tripartite. Et là, on est encore avec un dialogue national et pratiquement avec le même timonier qui doit décider de ce qui doit venir à ce dialogue national. Alors, on va dire quelques réactions avant de revenir à vous. Okay. Il y a Calvin Moukam qui dit bonsoir mon président. Manila Bankalor, bien dans son discours, nous fait comprendre que c'est la pression de la communauté internationale qui lui met la pression. Sinon, il ne devait pas faire le discours. Adeline Grace-Fata, en poste, président Péki, bonsoir honoré, merci. Tissi Change, chemise noire, tu ne dis rien, vraiment sorry, Tissi Change. S'il vous plaît, respectez les points de vue des uns et des autres. On respecte le vôtre. Intervenez, on va respecter votre point de vue. Acceptez la contradiction. Nous pensons que ce n'est que de cette façon-là qu'on peut construire ce Cameroun-là, en acceptant la contradiction, en acceptant que l'autre puisse réfléchir et penser différemment de nous, que nous autant pour moi. Donc, Péki Péné. Oui, je voulais intervenir sur, je vais dire, l'aspect du discours du président Biya qui essaie de se présenter en légaliste. Mais nous avons comme impression que la loi, pour lui, est bonne quand ça l'arrange ou quand ça arrange son parti ou bien son camp. C'est vrai que les textes du Cameroun prévoient la possibilité du président de la République de gracier des prisonniers. Mais s'il était légaliste, s'il était autant légaliste, vous savez quand, après des élections, le MRC a posé des grèves qui étaient évidents aux yeux de tout le monde. Les membres du RDPC qui font partie du bureau de Elekam, qui font partie du conseil constitutionnel, du moins nommé par un président candidat, les observateurs de Transparency International qui n'en sont pas un, jusqu'aujourd'hui. La loi camerounaise, la justice camerounaise ne s'est pas absentie sur ce sujet. Et comment est-ce que le président, celui qui est le chef suprême de la justice, de l'armée et de tout au Cameroun, peut venir à Mondial Vision se présenter comme un légaliste? La loi au Cameroun n'est utilisée que quand ça sert les intérêts du parti qui dirige le Cameroun en ce moment. Très bien. On a quelques réactions. Tamzou, chemise noire, s'il te plaît, va consommer ta sardine et laisse-nous. Monsieur Tamzou, on respecte, il faut respecter les points de vue des autres, tout comme le vôtre. Depuis nous lisons votre réaction, on respecte votre point de vue. Alors, du coup, on peut sortir dans cette première partie. On va prendre une petite pause de publicité, on va revenir dans ce studio, le temps pour nous de souffler un peu. Alors, du coup, de manière un peu plus générale, quand le chef de l'État dit avec qui il va dialoguer. Et plus tard, ça c'est au milieu du discours, mais plus tard, vers la fin du discours, il annonce ce dialogue national. Et il parle des forces vives et tout et tout. Alors, vous ne pensez pas un seul instant qu'il y a un marché de dupes là-dessus, au-delà des contradictions? Je vais d'abord recadrer. Il faudrait qu'on sache, je ne suis pas membre d'un parti politique. Ça, c'est bien. Et je ne suis pas... Permettez-moi... Ne répondez pas aux gens, c'est ce que non. Permettez-moi de d'élucider ma pensée. Je dis d'abord que, je ne suis pas membre d'un parti politique. Je fais une analyse froide du discours du président de la République. D'accord? Je parle
du discours et des faits. Et si on en revient aux faits, je présente les faits. Je n'ai pas un parti politique. C'est tout à fait normal que je n'ai pas le même langage que Peggy de l'autre côté, qui est membre d'un parti politique. Qui n'est pas membre d'un parti politique. Bon, je ne sais pas. Absolument pas. Qui n'est pas membre d'un parti politique. Bon, peut-être je peux me tromper. Faisons gaffe là. Non, mais permettez-moi, si vous me donnez la parole et que vous me coupez, je ne vois pas pourquoi. On va simplement dire, rétablir la vérité. Il n'est pas membre d'un parti politique. Continuez donc. Nous avons invité un leader de communauté ici. Ah, ok, j'ai cru entendre un leader de parti politique. Non, j'ai dit j'ai cru. Voilà. J'ai dit j'ai cru entendre un leader. Et je reprécise bien mes propos. Je ne fais pas de commentaires sur le discours du président de la République. Je fais une analyse politique du discours du président de la République. Et le discours du président de la République est aussi, de mon point de vue, est une dissertation qui, du départ, présente, circonscrit son point, qui est la crise anglophone, la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Parce qu'il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Donc maintenant, s'il faut revenir dans les faits par rapport au discours du président de la République et autre chose, je suis libre de répondre à cette question. Maintenant, vous me posez la question, je vais répondre. Je voulais d'abord qu'on soit d'accord sur les principes. Parce qu'on ne donne pas l'impression que je suis d'un parti politique ou alors je viens faire le commentaire politique. Non, je ne viens pas faire le commentaire du discours du président de la République. Je viens faire une analyse de son discours. Très bien, il faut le dire pour les téléspectateurs et internautes de Média 2 Africa. Ce soir, nous décryptons le discours du chef de l'État, Paul Biya, n'en déplaise à ceux qui pourraient avoir leur propre lecture que nous respectons, que ce soit analyse politique ou alors que ce soit commentaire. Nous sommes à Média 2 Africa pour décrypter, et à Média 2 Africa, on ne tait rien pour plaire et on ne dit rien pour plaire à qui que ce soit. C'est une maxime de bon marché qui nous guide à Média 2 Africa. Et quand on a un invité sur le plateau et que des téléspectateurs ou les internautes réagissent, parce qu'on a une émission interactive, nous faisons le devoir de pouvoir recadrer ceux qui versent dans l'injure et autres. Et donc, on va simplement demander à notre invité Duclos Chouatat de ne répondre qu'aux questions de journalistes, parce que laissez-nous le reste, on se donne le devoir de recadrer ceux qui versent dans ce dont nous ne souhaitons pas avoir sur ce plateau. Sur ce, chers téléspectateurs, respectez les invités de Média 2 Africa. Et si vous avez à réagir, réagissez simplement sans injurier. Réagissez sans vous attaquer aux personnes de manière directe. Si vous le faites davantage, on ne va plus lire vos réactions ici à Média 2 Africa. On va prendre cette première page de publicité. Mais Pékin, vous voulez dire quelque chose très rapidement avant qu'on y aille? Oui, je voulais dire quelque chose de très important. Je vais dire pour soutenir en quelque sorte mon copanéliste Duclos. Nous voulons tous la démocratie au Cameroun et un peu partout où nous vivons. Et la démocratie voudrait que chaque personne puisse avoir la possibilité d'exprimer son point de vue, d'avoir son opinion et de l'exprimer. Au Cameroun, personnellement, je ne suis pas d'accord avec la façon dont le Cameroun est dirigé en ce moment. Mais ça ne veut pas dire que s'il y a des élections libres et démocratiques au Cameroun, je serais contre une participation du RDPC, par exemple. Le RDPC qui est au pouvoir en ce moment et qui dirige extrêmement mal, à mon avis, participe à une élection bien organisée et gagne, je me soumettrai en tant que démocrate. Le problème qui se pose au Cameroun, c'est que les conditions ne sont pas réunies pour que la volonté de la masse puisse être celle qui prime. Nous devons permettre à tout Camerounais de donner son point de vue, de donner sa lecture. Nous avons tous des approches différentes en fonction des expériences personnelles que nous avons. Et soutenir ou être contre ne devrait pas être un crime, parce que avant d'arriver ici aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé pour essayer de m'intimider, de me décourager, de dire ne va pas là-bas ni n'importe quoi parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver quand tu vas revenir au Cameroun. J'ai dit non, si je commence à prendre peur, ça veut dire que si j'étais là pendant l'esclavage, j'aurais vendu mes frères. Si très bien, ça c'est notre débat. On va prendre cette petite page de publicité, cette petite pause. Quelques minutes de pause et le temps pour nous souffler un peu. On revient dans ce studio, continuer le décryptage du discours de Paul Biya, la régie. Award of Washington, Award 2019. 15 catégories sont retenues cette année par le comité d'organisation.
Si vous êtes acteur dans ces catégories ou alors si vous avez des candidats à proposer dans ces catégories, faites-le dès maintenant au 202 553 78 62. Voici les 15 catégories concernées. Best African Community Group, Best African Driving School, Best African Social Media Personality, Best African Embassy, Best African International Female Artist, Best African Gospel Artist, Best African Home Head Agency, Best African International Male Artist, Best African Sapper, Best African Soccer Team, Best African Student, Best African Young Entrepreneur, Best African Restaurant, Best African Cultural Dance Group. Award 2019. Ne ratez pas le rendez-vous samedi 30 novembre 2019. Award of Washington, Award 2019. 15 catégories sont retenues cette année par le comité d'organisation. Si vous êtes acteur dans ces catégories ou alors si vous avez des candidats à proposer dans ces catégories, faites-le dès maintenant au 202 553 78 62. Voici les 15 catégories concernées. Best African Community Group, Best African Driving School, Best African Social Media Personality, Best African Embassy, Best African International Female Artist, Best African Gospel Artist, Best African Home Head Agency, Best African International Male Artist, Best African Sapper, Best African Soccer Team, Best African Student, Best African Young Entrepreneur, Best African Restaurant, Best African Cultural Dance Group. Award 2019. Ne ratez pas le rendez-vous samedi 30 novembre 2019. Award of Washington, Award 2019. 15 catégories sont retenues cette année par le comité d'organisation. Si vous êtes acteur dans ces catégories ou alors si vous avez des candidats à proposer dans ces catégories, faites-le dès maintenant au 202 553 78 62. Voici les 15 catégories concernées. Best African Community Group, Best African Driving School, Best Award of Washington, Award 2019. 15 catégories sont retenues cette année par le comité d'organisation. Si vous êtes acteur dans ces catégories ou alors si vous avez des candidats à proposer dans ces catégories, faites-le dès maintenant au 202 553 78 62. Voici les 15 catégories concernées. Best African De manière très précise, chers téléspectateurs, dans le cadre du discours du chef de l'État, quand on regarde dans le fond de ce discours, au niveau des médias de Africa, nous nous sommes rendus simplement compte que le chef de l'État s'est adressé plus précisément en premier lieu à ses partisans, puisque tout simplement il a démontré qu'il tient le gouvernail, que c'est encore lui qui dirige, et tout simplement on a vu comment il a dit à la fin que pour pouvoir diriger, il faut avoir la confiance des électeurs, et donc il a été élu. C'est ce que dit le chef de l'État. Deuxièmement, on s'est rendu compte que le chef de l'État s'adressait aux puissances étrangères, surtout les États-Unis et bien l'Union européenne, qui ont demandé ce dialogue inclusif, tout en demandant à ces puissances étrangères de pouvoir traquer dans leurs différents pays ceux qu'on accuse d'être les financiers des sécessionnistes, entre guillemets. Et troisièmement, et pour les Camerounais, comme on l'a dit au départ, le chef de l'État a tout simplement fait savoir qu'il a pris plusieurs initiatives dans le cadre de la résolution de la crise anglophone et qu'au jour d'aujourd'hui, on se rend compte du côté anglophone que ces initiatives ne sont pas suffisantes. Alors, Péki Péné, pour prendre le deuxième volet de la lecture de Médias de Afrique qui consiste à cette opération de charme vis-à-vis des puissances étrangères, tout comme en même temps, il demandait à ces puissances étrangères de les aider de manière sibylline. Il a demandé d'aider le Cameroun à pouvoir traquer ceux qu'on accuse d'être les financiers de la crise anglophone depuis la diaspora, et tout en rappelant à ceux-là qu'ils rendront compte tôt ou tard devant la justice camerounaise. Est-ce que cette façon de parler comme un père fouettard ne doit pas davantage endurcir cette crise? C'est une probabilité. Vous vous rappelez de la guerre du Biafra au Nigeria. Vous savez comment est-ce que la guerre du Biafra a été violente. C'était plus ou moins une situation identique à celle que nous connaissons au Cameroun aujourd'hui. Mais pour mettre fin à la guerre, il a fallu que les chefs militaires biafrais puissent s'asseoir avec le régime en place. Que Ojoko puisse être invité à la table de négociation. Bien sûr, qu'ils discutent et qu'ils décident ensemble de déposer les armes et de vivre dans un pays unique et le Nigeria. Et aucun d'eux n'est allé en prison. Je vais dire, appeler l'enfant en tenant le bâton en main,
ce n'est pas la meilleure façon d'inviter les gens autour d'une table. Pas pour supporter ce que nos frères feraient, parce qu'il faudra encore une investigation très profonde pour démontrer que ces personnes incriminées sont ceux qui financent effectivement, je veux dire, les forces armées ambazoniennes. Mais pas pour les défendre, mais pour dire, si nous voulons mettre fin à la souffrance des Camerounais de cette région, nous ne voulons pas aller dans une logique qui consiste à taper la main sur la poitrine et dire j'ai le pouvoir et je l'utiliserai. Mais nous devons comprendre que le pays a un problème et que tout ce que nous pouvons faire pour apporter une solution qui va alléger la souffrance des Camerounais ne peut pas être négligé. Alors, du coup, est-ce que cette lecture faite par Média 2 Africa peut rejoindre un peu ce que vous pensez? Déjà, il faut déjà compte tenu du discours, il y a une contradiction parce que si on s'en tient, n'est-ce pas, aux lois camerounaises, la double nationalité n'est pas approuvée au Cameroun, n'est pas reconnue. Donc maintenant, il y a une interrogation sur c'est qui la diaspora. Maintenant, si on s'en tient à ce que nous voyons tous les jours, la majorité des gens, ou alors certaines personnes de la diaspora ne sont pas ont une autre nationalité que la nationalité camerounaise. Maintenant, est-ce qu'on va considérer cela comme de la diaspora? Si on fait une lecture de la loi camerounaise, ils ne sont pas des Camerounais, donc forcément, ils ne sont pas de la diaspora camerounaise. Si on s'en tient au terme, je précise bien. Donc, sur ce plan, il y a une contradiction avec le discours du président de la République de dire que c'est la diaspora qui finance, qui active ou alors qui entretient la crise dans le nord ou le sud. Sur ce côté-là, on dira que c'est les étrangers qui, n'est-ce pas, financent, n'est-ce pas, la crise au nord-ouest et au sud. Je dis bien sûr, on s'en tient compte des textes du Cameroun. Donc, sur ce plan, comme je l'ai dit tantôt, il y a une contradiction dans le discours du président de reconnaître qui est la diaspora. Maintenant, si on prend la diaspora uniquement, les Camerounais de nationalité, ceux qui vivent à l'étranger de nationalité camerounaise, on va balayer les Amba, parce que les Amba ne se reconnaissent pas comme membres de la République. Et encore là, il y a contradiction à la fin du discours du président qui dit le Cameroun est un et indivisible, pour dire que pour faire part, ou alors pour être membre des forces vives pour ce dialogue, il faut être un Camerounais à part entière. Également, je m'interroge, c'est pour ça que je dis le discours est entaché de contradictions, parce que si on parle de la diaspora et qu'on regarde les lois camerounaises, si tu n'as pas le passeport camerounais, tu n'es pas de la diaspora camerounaise. Très bien. À la technique, on a Corentin Tala qui essaye de nous joindre là. Au niveau de la technique, on peut s'assurer qu'il puisse intervenir depuis Nord Kalana, depuis Raleigh, du côté de Nord Kalana, tout comme Napitani, donc depuis New York. Alors, du coup, alors, quand on se rend compte que le chef de l'État, en même temps, dit qu'il y a des Camerounais qui financent, qui font des collectes de fonds pour entretenir l'Ambazonie. D'aucuns pensent que c'est une réponse à Patrice Gana. Je ne dirais pas que c'est une réponse personnelle à Patrice Gana, parce que et comme je dis toujours, comme je l'ai dit dans mes propos préliminaires, si on s'en tient aux lois de la République du Cameroun, Patrice Gana n'est pas camerounais, puisque lui-même il a dit dans les réseaux sociaux à qui veut l'entendre qu'il est américain, qu'il jouit d'un passeport américain. Et je pense également qu'il en a revendiqué, qu'il fait partie de l'un des activistes qui revendique la double nationalité au Cameroun pour, n'est-ce pas, permettre aux investisseurs de pouvoir, n'est-ce pas, s'implanter facilement. Bref, nous qui vivons à l'étranger, de pouvoir s'implanter facilement au Cameroun. Si en même temps le chef de l'État rappelle que des gens doivent rendre compte devant la justice tôt ou tard, et qu'on demande aux gens de déposer les armes et de se retrouver dans des centres de remobilisation, d'EDEC, de réinsertion, est-ce qu'on ne se rend pas compte là que c'est peut-être un piège qu'on tend à ces personnes-là? Un piège peut-être, mais le niveau de déconnexion entre M. Biya, son régime,
et la réalité camerounaise est ahurissante. Quand M. Biya est surpris du rôle que joue la diaspora dans la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, nous nous posons la question de savoir s'il sait vraiment ce que la diaspora fait au Cameroun. Peut-être cette fois-ci, on peut dire que c'est un rôle négatif. Mais sur le plan positif, cette diaspora camerounaise, ces Camerounais qui ont obtenu des passeports étrangers, sont ceux qui financent la plupart des projets de développement dans leur communauté au jour d'aujourd'hui. Sont ceux qui envoient des Western Union qui soutiennent toutes les familles entières au Cameroun. Sont ceux qui payent les frais d'hospitalisation pour plusieurs personnes. Sont ceux qui soutiennent pratiquement tout un quartier. Parce que tout le monde dans ces quartiers ne vivent qu'en dépendant de leurs amis qui sont à la diaspora. Qu'aujourd'hui, qu'ils soient surpris que cette diaspora soit active dans la crise dans le nord-est et le sud-ouest, ça veut dire qu'il n'a jamais compris l'influence et le rôle que joue cette diaspora dans la société camerounaise. Et c'est très inquiétant. Alors, du coup, est-ce que de manière générale, dans sa globalité, ce discours avait été lu 3 années plus tôt, donc je veux dire au début de la crise anglophone, est-ce qu'on peut se dire que ça aurait pu décrisper la situation? Oui, tout à fait. Je pense que ça se parle dans tous les cieux, dans toutes les chaumières, que la sortie du président S7, comme on le dit dans notre jargon, il n'est jamais trop tard, mais c'est une sortie tardive, parce que lui-même, il le dit à l'entame de ses propos depuis plus de 3 ans. Donc moi, je pense que si le président avait fait une sortie un peu plus tôt, ça aurait été quelque chose de merveilleux. Et je pense que les solutions qu'il a présentées bien avant auraient peut-être eu une autre connotation. On aurait pu éviter les 2000 morts si ça avait été lu 3 années auparavant, ce discours? Absolument, et tout le monde le sait et tout le monde le dit. Imaginez-vous que dès que les avocats ont posé leur problème, que le problème avait été résolu immédiatement. Et même si les enseignants ont posé le problème après et que le problème a été résolu immédiatement, ils ne sont pas arrivés à ce niveau. Vous savez, quand les gens sont pacifistes et que vous répondez par la violence, à la longue, s'ils voient que la seule solution, la seule issue possible, c'est de répondre par la violence, ça va arriver, on dit la violence appelle la violence. Alors, on va lire quelques réactions là. Ninon Chancel, Well Done Media 2, merci Ninon la maréchalette, grand merci pour le soutien. Eric Lamine Kamga, bonsoir. Demanfo depuis Atlanta, depuis Chicago pour moi. Bonsoir Honoré et tous les invités sur le plateau. Ninon Chancel, keep up the good job. Demanfo, Paul Biya n'est pas le chef de l'État du Cameroun, car il a perdu les élections. C'est Maurice Kamto qui a gagné des élections présidentielles d'octobre 2018. Paul Biya n'a aucun respect pour les Camerounais. Ça, c'est Demanfo qui le dit. Alors, Duclos Chouatat, d'autres explications du discours de Paul Biya estiment que c'est en quelque sorte la résultante de la guerre des faucons qu'on a au niveau de Yaoundé. Parce que ce discours avait été annoncé préalablement pour samedi. Et à quelques heures de ce discours, on a plié la radio et la télévision camerounaise de plier bagages et de rentrer. Et on a eu le discours finalement mardi. Alors, qu'il doit y avoir une guerre de faucons, une guerre de positionnement. D'autant plus que le chef de l'État a d'ailleurs apparu très amoindri, dont l'on pense carrément à l'alternance. Et puis au niveau de Yaoundé, il y a cette guerre de faucons. Quelle lecture faites-vous de cela? Bien, la lecture que je fais de cela, c'est que le président est resté maître de lui-même, qui est quelque chose de pas acceptable, parce que, comme a dit quelqu'un, gouverner, c'est prévoir. Et le président de la République a cette... il a aimé toujours être maître de soi, c'est-à-dire que c'est son temps qui fait le temps du peuple et qui est déplorable. Moi, je pense que c'est des choses sûrement, et puis au vu de son âge, je pense qu'au vu de son âge, comme on dit, un vieux, c'est un patriarche, blablabla. Moi, je pense que la sortie du président aurait été mieux bien avant. Ça, c'est un, on était tous d'accord sur ce plateau. Et de deux, être toujours maître de son temps et aller contre l'attente du peuple n'est pas salutaire. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cela. Pékipéné, cette guerre de faucons qui est évoquée dans les chaumières, puisqu'on sait que le discours était prévu pour samedi, il a été reporté à mardi. Apparemment, il ne s'entendait pas sur les termes
au niveau de Yaoundé. Ça, c'est des supputations. Cela Vous pose, pensez quand même que le président étant très amoindri, il y a effectivement cette guerre de faucons à Yaoundé. cela pose la question de savoir si le Cameroun est un pays qui est dirigé selon des lois qui sont supposées faire fonctionner tout État ou selon la volonté des individus, la volonté de certaines personnes. Vous voyez par exemple la situation actuelle. La crise dure depuis environ 3 ans. Que prévoient les mécanismes constitutionnels par rapport à une situation pareille? Tout le monde croise les bras et attend que le président de la République agisse. Le président de la République n'est pas le propriétaire du Cameroun. C'est une personne qui, à un moment donné, un Camerounais qui occupe un poste précis. Mais ce poste précis a des obligations, des devoirs, des engagements qui, je vais dire, si le président faillit à un certain moment, il doit avoir des conséquences. Mais au Cameroun, on a comme impression qu'à chaque moment, le président réagit quand il veut, comme il veut, il n'y a pas de loi, rien n'est structuré. Et il n'est pas surprenant qu'il y ait également des gens dans son entourage qui adoptent cette attitude et pensent que le Cameroun, c'est eux, ils sont au-dessus du Cameroun, ils peuvent décider à tout moment comme ils veulent, sans tenir compte des dispositions légales en place. Ce n'est pas surprenant. Alors, du coup, tu attends. Est-ce que le fait pour le chef de l'État de n'avoir pas évoqué cette crise post-électorale, de n'avoir pas évoqué ces multiples soulèvements de Camerounais à l'étranger, les multiples marches blanches qu'on a eues, les Camerounais qui risquent la peine de mort, pour ne pas dire la perpétuité au niveau du tribunal militaire, le fait de n'avoir pas évoqué ces situations pour décrisper un peu l'atmosphère, est-ce que ce n'est pas une forme de mépris vis-à-vis de toutes ces personnes qui sont engagées dans cette aventure-là? Écoutez, je l'ai dit à la terme de mes propos, que je suis resté sur ma soif par rapport au discours du président de la République, parce qu'il y avait deux éléments attendus dans ce discours. Il y avait la crise anglophone et également la crise post-électorale. Bon, maintenant, il n'a pas parlé de la crise post-électorale, mais il nous a quand même rappelé dans son discours qu'il est le président élu de tous les Camerounais. Donc, il peut être conçu comme un rappel à l'ordre. Et je crois que quelque part dans son discours, il se présentait comme un légaliste, comme un républicain qui est déplorable. Mais je pense qu'il y a des choses à jouer. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se jouer dans ce dialogue national dont a interpellé le président. Parce que n'oublions pas que dans ce dialogue, et c'est où je présente un peu mes inquiétudes, les acteurs de ce dialogue. Parce que si on regarde, si on fait une lecture entre les lignes de la fin du discours du président où il parle de la grâce, et je pense que Peggy l'a si bien dit, au niveau de la grâce, on ne sait pas, tout peut arriver. Peut-être au niveau des revendications, au niveau des solutions pour apaiser, n'est-ce pas, le climat social au Cameroun, peut-être la libération de ces prisonniers politiques seront intéressants. Maintenant, il y a un autre point qui m'a un peu, que je voudrais un peu relever ici, le temps au niveau du discours. Parce que n'oublions pas que le président sort après que les leaders de la crise... On en parlera, on reviendra. C'est ce qu'on vous a dit en début de cette émission, même quand vous parliez de votre fin avec la crise post-électorale, on vous a dit qu'on en parlera. C'est-à-dire, le débat, il est structuré. On y va crescendo, comme on vous l'a dit, du clos. Et alors, Peki Pene, quand le président dit qu'il a gracié 289 personnes qui étaient poursuivies au niveau du tribunal militaire et qu'il a décidé de l'arrêt de poursuite pour 289 personnes, et en même temps rappelle qu'il ne faudrait pas poser des actes et attendre qu'on gracie, est-ce que ce n'est pas une façon de dire qu'il n'est plus prêt à gracier? Non, c'est plutôt une fuite en avant, à mon avis. Je vais vous prendre un cas précis. Le MRC et son président, Maurice Kamto, estiment qu'ils organisent des élections. Ils revendiquent la victoire volée. On les arrête sur des prétextes fallacieux et on les emprisonne. Et ils doivent passer par le tribunal militaire avec risque de peine de mort. C'est-à-dire que, pas fusillade par exemple. Après quelques temps d'agitation, si M. Paul allait gracier, nous sommes revenus à quel niveau? Nous sommes revenus au niveau où à la case départ, où leur revendication demeure. Pourquoi arrêter ces 280 et plus personnes les emprisonner? C'est pour créer une situation et revenir à la case départ, donner l'impression qu'on a fait quelque chose. Rien n'a été fait. Pourquoi est-ce que ces personnes ont été arrêtées?
Est-ce que ces personnes C'est vont être exactement ce arrêtées? que l'on évoque là quand on dit que si ce discours avait été lu 3 ans auparavant, Tout à fait. on ne serait pas dans la situation dans laquelle Par on est exemple, oui. aujourd'hui. Donc, on va prendre rapidement le président de conscience du Cameroun, Talla Corentin, l'un des principaux créateurs du Parlement. Ça, c'est dans les années 90, du côté de l'université nationale à Yaoundé. À l'époque, c'était une seule université. Corentin Talla Schwarzkopf, qui est aujourd'hui leader politique, après avoir été principal leader étudiantin du côté de Yaoundé, exclu de toutes les universités du Cameroun. Corentin Talla, aujourd'hui, président de conscience du Cameroun, leader politique qui annonce sa rentrée politique. Vous avez suivi le discours de M. Paul Biya, qui appelle à un dialogue national. On se rappelle qu'en 1991, il y avait eu cette tripartite après plusieurs actions menées par des personnes comme vous. Alors, quelle lecture faites-vous de cela? Quel sentiment est-ce que vous avez? Et s'il faut comparer ce discours à la sortie de 91, Corentin Talla, nous vous écoutons. Merci de m'avoir reçu en ligne. Je vais d'abord rappeler que depuis la crise post-électorale et puis les conflits dans les zones anglophones, nous avons toujours appelé à un dialogue national inclusif. Nous n'étions pas parmi les premiers à appeler à ce dialogue parce que nous avons compris qu'en l'absence de la création des rapports de force populaire sur le terrain, et en l'absence de la possibilité d'utiliser une force militaire pour faire changer des choses, nous avons estimé que pour transformer pacifiquement les conflits multiformes qui gangrènent notre pays actuellement, il fallait un dialogue national. Maintenant, est-ce que le dialogue tel qu'annoncé par Bombia est ce que nous voulons? Je pense que nous ne rejetons pas d'emblée le dialogue, tout dialogue. Nous adorons un autre accord de principe à tout dialogue, mais nous annonçons des préalables pour la participation à ce dialogue-là, tels que la mise sur pied de manière consensuelle d'une commission, par exemple, de préparation de ce dialogue, parce que le dialogue doit être fait de telle sorte que certains ne viennent pas là-bas servir de faire valoir. Et de toutes les façons, je ne peux pas servir de faire valoir dans un tel forum. Et nous donnons ce préalable. Et que le dialogue ne soit pas dirigé par le Premier ministre, comme ce fut le cas par comparaison avec la tripartite, à la tripartite de 91, où les travaux étaient dirigés par Sadou Hayatou et qui orientait les débats dans le sens de la satisfaction des demandes du pouvoir et non dans le sens de la satisfaction de tous les participations ou bien au bénéfice de la nation. Et aussi au dialogue actuel, parce qu'aujourd'hui, je pense que nous n'avons pas, il n'y a pas d'autre choix que de participer à ce dialogue, mais il faut poser des préalables. Et à la fin de ces dialogues, il faudrait, très très important, mettre en caractère grave que les résolutions de ce dialogue sont irréversibles, même par le président de la République, pour éviter le piège qui nous a été tendu à la tripartite, où la plupart des décisions importantes ont été inversées par la suite pour satisfaire les intérêts présents. Parlant de ce dialogue, nous avons deux types de dialogue national. Nous avons un dialogue national ponctuel, ou un mécanisme ponctuel pour la résolution des conflits ponctuels. C'est-à-dire que ça n'a pas fait un dialogue au programme limité. Et ça semble être ce type de dialogue qui a été proposé par Bombia, parce que nous n'avons pas le temps, parce que la mission décembre, début de préparation, il n'y a pas assez de temps. Donc, ça Fin septembre. Fin septembre, il a dit fin septembre, fin de ce mois. Fin de ce mois, dont le temps est relativement court. Cela veut dire que ça ne peut pas être un dialogue qui puisse permettre la mise sur pied, par exemple, la transformation fondamentale de la Constitution et autres. C'est un dialogue de résolution ponctuelle des conflits du Nord-Ouest et du Sud.
préparation. Le dialogue en lui-même. Ok, Corentin Talla, merci pour votre réaction. On va tout simplement poursuivre avec ce débat. Et on a suivi quand même la sortie de l'ONU et même de l'Union africaine par rapport à ce grand dialogue national. Vous avez suivi? Quel commentaire Bref, le commentaire que je fais, je pense que je vais revenir d'abord sur le discours, le temps du discours, parce que si vous regardez, quand on regarde un peu les échéances futures, le président est attendu à l'ONU. Donc sûrement, je peux dire de façon vague que c'est une réponse à l'Union, à l'ONU pour dire hey, j'ai créé ce dialogue national tel que vous me l'avez demandé, le processus de dialogue est en cours. Donc moi je pense que le président dans sa fonction répond en fonction du temps et que ce temps, nous l'avons dit ici, est un temps qui est déplorable. Et puis, l'intervenant tout à l'heure a bien fait de donner les éléments que tout le monde attend par rapport à ce dialogue. Donc je pense que la sortie de l'Union, de l'ONU, ne vient que renforcer, n'est-ce pas? Non, il y a l'ONU quand même qui désavoue Paul Biya, parce que l'ONU demande à Biya un dialogue inclusif. Pourtant, dans le discours de Biya, on a l'impression que Biya a délimité ceux qui vont prendre part à ce dialogue. Tout à fait, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'est un contre-pied par rapport au président de la République. Et nous avons tous dit ici que le président est maître de son temps, qui est déplorable. Et il est patron des mots. Tout à l'heure, quand on parlait de la tripartite, on a bien fait, et je pense que c'est toi qui as bien fait de rappeler qu'il y a eu un contrepoids et un rappel à l'ordre quand le président a parlé d'un large débat et son ministre de la Communication a parlé d'un grand débat. Très bien, il y a l'Union africaine quand même qui insiste sur la participation des bandes armées, des groupes armés à ce débat. Pourtant, le chef de l'État n'est pas... dans son discours, on a eu l'impression qu'il ne voudrait pas avoir des groupes armés dans ce débat. Après avoir parlé de la justice qui va sévir, vers la fin du discours, comme disait Duclos, il a dit que les chefs militaires les chefs des armées devraient également faire partie de ce dialogue. Ben, je disais, par rapport à la réaction de l'ONU, nous savons que chaque fois que le gouvernement camerounais prend des initiatives, c'est toujours dans un calcul ponctuel. C'est ce qui s'est passé la dernière fois quand le Premier ministre est allé, je pourrais dire entre guillemets, se balader. Donc en fait, ce discours, c'est parce que M. Biya va se rendre à l'Assemblée générale de l'ONU dans les jours qui viennent. Là. Oui, mais aussi, l'ONU, comme les États-Unis, comme le Parlement européen, demandent également la libération des prisonniers politiques. Justement, on va dire quelques réactions. Anastasie Makoy qui nous regarde, on lui dit bonsoir. Merci pour votre fidélité, Anastasie Makoy. Ali Bacha, dictateur Biya. Killer libère notre pays. Josué Tonton qui parle du volume, c'est réglé le problème du volume, tout comme Marie Kiki. Demanfo, Paul Biya parle de quel dialogue alors qu'il a déjà dit qu'on est resté à la décentralisation avec un mode de suffrage biaisé. Quel dialogue avec l'exclusion de Maurice Kamto, Ayuk Tabé et des leaders anglophones en exil. Le premier adversaire de Biya, c'est le temps. Ça, c'est Demanfo qui le dit. Alors, Peki Pene, vous avez évoqué justement cette sortie des Camerounais de la diaspora, du moins de la basse brigade anti-Salina,
ils ont pris des résolutions et qui ils disent dans leurs résolutions qu'ils vont renforcer la traque à M. Biya en Europe et d'ailleurs ils donnent rendez-vous pour la prochaine Assemblée générale de l'ONU. Alors, quelle lecture Ce ne serait pas exagéré de dire aujourd'hui que... parce que vous parlez de la base. Je crois que c'est une lecture du gouvernement camerounais et des médias d'État du Cameroun, sachant bien que l'État au Cameroun se confond déjà avec le parti au pouvoir. Les Camerounais de la diaspora qui manifestent ne sont pas seulement de la base, ils ne sont pas seulement militants du RDPC, je veux dire du MRC. Les Camerounais de la diaspora, dans leur grande majorité, sont mécontents et manifestent. C'est quand nous essayons de leur coller un label qu'on a comme impression que ce n'est que la base ou bien le MRC. Moi, j'ai participé à des marches. Oui, mais quand ils traquent bien, comme ils l'ont traqué à Genève, ils ont dit que c'est la base qui traquait bien. Oui, puisque c'est la base qui est beaucoup plus, je vais dire, plus haut. C'est la base qui crie beaucoup plus haut. Et c'est les leaders de la base qui font des lives tous les jours. Mais quand il faut manifester comme récemment à Genève, c'est pas seulement les membres de la base ou bien les MRC qui sont dans la rue. Ils nous traquent à New York. Bien sûr. Est-ce que ce serait bien pour le Cameroun, hein? Parlant de l'image du Cameroun, je crois que l'image du Cameroun, ce ne sera pas venir à New York protester contre un monsieur qui est au pouvoir depuis 37 ans, dont le parti a gagné les élections depuis 1991, dont le pays est en dégénérescence dans tous ses compartiments. Je veux dire que l'image du Cameroun est tellement ternie qu'aujourd'hui, combattre le régime en place, ce serait même redorer le blason du Cameroun plutôt. Très bien, alors, du coup, il y a ces Camerounais de la diaspora qui annoncent une traque renforcée contre Biya en Occident et ils annoncent d'ailleurs le tout premier mouvement qui aura lieu dans le cadre de la prochaine Assemblée générale de l'ONU. Bon, la lecture que je fais de cette sortie, c'est un mécontentement. Et puis, eux, ils désavouent simplement les paroles du président de la République. Souvenons-nous que la base, comme on le dit, a ses revendications. Et je pense qu'ils ont, parce que je les ai suivis tout au long de l'après-midi, ils ont poser les préalables, c'est-à-dire que ce qu'eux, ils attendaient par rapport à la sortie du président, qui était la crise post-électorale. Donc, eux, ils ne font que présenter leur insatisfaction par rapport à la sortie du président, qui est tout à fait normal, qui est légitime. On ne peut pas empêcher quelqu'un, on ne peut pas taper l'enfant et l'empêcher de pleurer. Très bien, on prend rapidement ce téléspectateur et on va revenir dans ce studio avec une petite pause et puis on reviendra pour clôturer cette émission. Avec ce téléspectateur, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle et vous appelez d'où? Monsieur Napi qui appelle de New York. Alors, monsieur Napi, depuis New York, Napi Tanidong, du SDF, Social Democratic Front. Napi Tanidong est aussi un de ces étudiants parlementaires qui, dans les années 90, des étudiants qui ont manifesté auprès des hommes politiques pour pouvoir obtenir certaines libertés au Cameroun. Nous vous en sommes gré, monsieur Napi Tanidong. Alors, vous avez suivi le discours de monsieur Paul Biya. On parle de plus en plus du boulanger, de la roublardise, d'un boulanger, d'un président de monsieur Biya comme un boulanger qui aurait enfariné les Camerounais, qui aurait usé de ruse, tout simplement, dans le cadre de son discours d'hier. Qu'est-ce que vous en dites, Napi Tanidong? Oui, je ne vous ai pas bien suivi. Il y a un problème de volume là qui est... quelle est la dernière question encore? Non, nous disons que vous avez suivi le discours de M. Paul Biya hier, M. Napi Tanidong, et puis de plus en plus des gens parlent, évoquent Monsieur Biya en disant par exemple, en le comparant à un boulanger qui aurait enfariné les Camerounais, de principal roublard, de quelqu'un qui a usé de ruse dans le cadre de ce discours-là. Qu'est-ce que vous en dites, Napi Tanidong? Moi, je pense qu'il faut saisir l'opportunité. Il faut voir ça comme une opportunité offerte à ceux qui, en fait, ont l'habitude de manifester à l'extérieur ou de manifester sur les rues au Cameroun. Voici l'occasion maintenant d'aborder le combat au niveau qu'il faut. Là où les Camerounais peuvent écouter et là où on peut faire apporter les changements. Qu'est-ce que vous voulez par là dire? Qu'il faudrait aller à ce dialogue national avec beaucoup d'entrain? Je pense que parler des changements, ça veut dire que à l'état où nous sommes, le Cameroun est
faut ramener les choses sur la bonne voie. Je pense à la constitution du Cameroun qui est aujourd'hui une constitution personnifiée à la place d'une constitution nationale. Je pense à ce processus électoral qui est un hold-up avant même qu'on organise les élections parce que la loi prépare le terrain pour le hold-up. L'organisation prépare le terrain pour le hold-up. Le résultat, même la façon dont les membres du CC, du Conseil constitutionnel, ont été élus, ça prépare toujours un hold-up. Donc, le problème anglophone dont lui, il a parlé, je ne pense pas que c'est de cette façon qu'il faut approcher le problème. Il faut revenir à la source. C'est-à-dire que le problème anglophone date des années où les deux Cameroun se sont mis ensemble. Ils n'ont pas respecté cela. Il faut qu'on rentre respecter les clauses du départ. Donc le Cameroun devient encore le Cameroun fédéral. Le Cameroun doit avoir une constitution nationale. Mais M. Napitanidou, on s'est rendu quand même compte que M. Bia a évité le terme fédéralisme. Il a parlé de décentralisation. En religion politique, on ne doit plus suivre ce que Paul a dit. On doit saisir l'opportunité qu'il a donnée. Je pense qu'il a commis une erreur cette fois-ci-là, à vouloir donner l'impression qu'il est le grand chef d'État, il est le président. Nous tous, nous connaissons que le Cameroun n'a pas de président, ni légal, ni légitime. Parce qu'un président issu d'un hold-up est un président usurpateur. Et il ne peut jamais rien faire à l'intérêt, pour l'intérêt de la République. Il va toujours faire les choses à son intérêt ou à l'intérêt de ceux qui le soutiennent. Vous l'avez connu depuis qu'il est au pouvoir. Il n'a jamais rien fait qui est uniquement pour l'intérêt des autres. La première observation est que ce monsieur il n'a jamais voyagé dans son propre pays. S'il doit voyager, c'est pour son intérêt personnel. Alors, pour sortir, M. Napitanidou, vous êtes un au cadre du SDF à l'étranger. Hein? Le SDF va prendre part à ce dialogue national s'il est convié. Le SDF avait déjà posé ses 4 conditions et reste sur les mêmes conditions aujourd'hui. Qu'à cela ne tienne, le SDF a apprécié cet appel au dialogue et ils vont examiner la possibilité de participer. S'ils sont conviés. Le SDF reconnaît que Jean-Pierre connaît faire les grandes annonces, mais fait des très petites réalisations. Merci. Donc, ceux des nations ne prêtent pas attention ou bien ce dialogue risque de tourner les gens en rond. Donc, il faut être vraiment rusé quand on va y parler. Merci Napitanidou depuis New York pour votre contribution. Merci pour tout Napitanidou. Vous avez toujours été là quand on a eu besoin de vous à Média de Africa. On va prendre quelques réactions. Cynthia Smith, bonsoir mon fils Duclos. JB Kwabena, oui tonton Duclos, il y a un lien entre le discours et le prochain meeting de l'ONU. Arnaud Delay, il est invité à rester à Vomeka. Marceline Gangom, les gens qui gouvernent le pays jouent sur le temps en attendant la mort de Paul Biya. Stéphanie Coute, bonsoir, merci. Pierre, tout dialogue qui ne concerne pas le départ de Biya est sans objet. On va prendre cette petite page de publicité et on revient ici pour clôturer l'émission. Peki Pene, Duclos Chouatad, merci pour votre fidélité à Média de Africa. Merci d'avoir accepté cette invitation. Une fois de plus, on va revenir ici avec un dernier tour de table pour clôturer l'émission. Pour le moment, on prend cette petite page de publicité, la régie. Award of Washington, Award 2019. 15 catégories sont retenues cette année par le comité d'organisation. Si vous êtes acteur dans ces catégories ou alors si vous avez des candidats à proposer dans ces catégories, faites-le dès maintenant au 202 553 78 62. Voici les 15 catégories concernées. Best African Community Group, Best African Driving School, Best African Social Media Personality, Best African Embassy, Best African International Female Artist, Best African Gospel Artist, Best African Home.
Il y a un retard. Chers téléspectateurs, nous revenons donc dans ce studio vert de Média 2 Africa avec nos invités pour le décryptage du discours du chef de l'État, Duclos Chouatat, qui est de la société civile. On lui dit une fois de plus merci pour avoir accepté cette invitation. Peki Pene, qui est un leader communautaire, hein, et lui aussi, nous lui disons merci. Et tous deux ont toujours été là quand on a eu besoin de Média 2 Africa. Merci pour votre fidélité. On va faire ce dernier tour de table très rapidement. Peki Pene, alors, si on vous convie à ce dialogue national. Honoré, je vais inviter ici solennellement nos dirigeants un peu plus d'humilité. À plusieurs reprises, M. Biya et ses partisans ont parlé du président élu. Élu, et qui est celui qui constitutionnellement parle au nom du Cameroun au jour d'aujourd'hui. Mais il faudrait que nous ayons à l'esprit que les Camerounais inscrits sur les listes électorales pour les élections d'octobre 2018 étaient environ 3 500 000. Et il n'y a jamais 100% de taux de participation. Si nous partons sur la base qu'environ 3 millions de Camerounais ont voté, ce qui est déjà beaucoup par rapport à 3 500 000 inscrits, et que, selon les chiffres officiels de l'ECAM du Conseil constitutionnel qui se confondent au RDPC, le président Biya a eu 71% de voix. Ça fait environ 2 millions de Camerounais, sur une population de près de 25 millions à l'intérieur et environ 5 millions à l'extérieur. Ça fait une population de près de 30 millions. Avec 2 millions de voix de Camerounais, on ne peut pas s'arroger, on ne peut pas s'accrocher tous les jours. Quand le pays est dans cette situation, sur le prétexte qu'on est le président élu, encore que le MRC pense que le RDPC a eu environ 37%. 37% donnerait à M. Biya environ 1 million à 1 500 000 Camerounais qui ont voté pour lui. J'aimerais bien inviter les responsables du Cameroun aujourd'hui un peu plus d'humilité, de comprendre que pour résoudre les problèmes auxquels le Cameroun fait face, des problèmes qui peuvent mener à l'éclatement de notre pays, qu'ils soient un peu humbles et qu'on vit tout le monde. Maintenant, je chute et je termine en parlant de la diaspora. Pour la première fois, nous avons vu la diaspora camerounaise accusée d'être amorphe se mobiliser. Nous avons vu ce qui s'est passé à Paris, à Washington, à Bruxelles, à Genève, où nous avons vu près de 10 000 Camerounais dans la voie. Et tous ces Camerounais pensent qu'aujourd'hui, celui qui représente la volonté du Cameroun, c'est le président élu, selon eux, Maurice Kamto. Nous ne pouvons pas ne pas considérer ces faits inaliénables. Si le président Paul Biya... Pas de dialogue sans... Je voulais terminer en disant un seul mot. Si le président Paul Biya était aussi populaire, nous aurons pu avoir la possibilité d'observer des manifestations de ses partisans. Mais nous n'avons rien vu jusqu'aujourd'hui. Et j'ai bien peur que ceux qui vont représenter la diaspora dans ce discours, dans ce dialogue national annoncé, soient plutôt les partisans du président Paul Biya, c'est-à-dire que des interlocuteurs qu'il a fabriqués et non ceux qui aujourd'hui manifestent. Les minoritaires selon vous? Bien sûr. Alors, inexistant à la limite. Pas de dialogue sans Maurice Kamto? Non, absolument pas. Sans le MSC, non. Très bien. Alors, Duclos Chouatat, on s'achemine vers ce dialogue national. Vos attentes? Bon, mes attentes, c'est mes attentes c'est que tout le monde, que toutes les forces vives de la nation y participent à ce dialogue. Pourquoi? L'histoire nous parle. L'histoire nous parle parce que si nous prenons par exemple la tripartite, je pense que la tripartite nous parle et tous ces acteurs sont encore vivants. Donc pour moi, c'est que allons à ce dialogue national. Mais soyons, comme a dit un téléspectateur tout à l'heure, il a présenté les 3 points d'un dialogue, qui est la préparation. Je pense que lors de la préparation, si les préalables ne sont pas établis en ce moment, le processus de dialogue ne sera pas mis. Alors, selon vous, Duclos Chouatat, quand vous parlez des forces vives de la nation, comme l'a dit M. Biya lui-même, qu'est-ce que vous mettez dans les forces vives au jour d'aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun? Dans les forces vives, je rejoins carrément la position de l'ONU, qu'il faut interpeller tout le monde à la table pour ce dialogue. Et j'ai suivi la sortie du secrétaire du MRC qui a déploré le fait que le président de la République n'a pas fait part de tous les points. C'est-à-dire que la crise post-électorale, mais a quand même
apprécié cette sortie, bien qu'elle est tardive. Également, je crois que le téléspectateur du SDF a également parlé de la sortie de leur vice-président. Juste pour dire, je prends juste ces 2 points pour dire que le dialogue a sa place, mais avec qui le fait? Avec qui le fait. Et puis, il faudrait que tout le monde qui est interpellé, qu'il soit présent, mais soyons vigilants par rapport à la tripartite. Également, faisons une bonne préparation pour que ce dialogue soit pour nous, n'est-ce pas, une mise en place, une expression de l'atmosphère. Il faut le faire avec le MRC aussi. Il faut faire avec tout le monde. Très bien. Donc, c'est sur ce, chers téléspectateurs, que nous allons prendre congé de vous. On va dire merci à Duclos Chouatat et Peki Pene qui ont sacrifié un peu de leur temps pour venir décrypter ce discours du chef de l'État en disant Delphine Nunda qui dit les patriotes sont là pour Popol, Marie Kiki, dialogue avec qui, faites sortir les prisonniers politiques, Marie Baba. His dialogue is not what the international community wants him to do. There will be no dialogue without ceasefire and amnesty for diaspora. Ça c'est Marie Baba qui le dit, chers téléspectateurs, chers internautes de Média 2 Africa, merci pour votre fidélité. Rendez-vous culturel très rapidement comme ça, dans cette édition spéciale. Nous annonçons comme ça, c'est pour le 12 octobre, c'est bien cela? 12 octobre. Le 12 octobre, le grand rendez-vous des Onkamois du monde entier. C'est à Washington DC, c'est la 2e édition. La 3e édition, après Berlin et Bruxelles. Après Berlin et Bruxelles, tous les Onkamois du monde entier vont se retrouver du côté de Washington DC pour leur congrès général, pour leur grande convention. Et l'apothéose, ce sera le 12 octobre du côté de Takoma Park. Les Onkam du monde entier, le comité d'organisation présidé par Peki Pene, qui est dans ce studio ici, qui pourra lui-même dire une ou deux choses en 30 secondes. Tiens, rapidement, Peki Pene. Oui, je dirais que tous les fils et les filles du Onkam et surtout les amis du Onkam sont invités. Ce sera une très belle fête, nous vous attendons. Très bien, on va dire bonsoir à Nanga Doris qui nous regarde et qui est fidèle téléspectatrice. Autre rendez-vous culturel, c'est la 4e édition de Keyword of Success. Keyword of Success, c'est le 20 octobre 2019 du côté de Gettysburg dans le Maryland. Préalablement à cette 4e édition, au cours de laquelle le coach Lisa Prudi et d'autres coachs doivent donner quelques notions de motivation aux participants, sera organisée une conférence de presse dans les jours à venir. Nous vous tiendrons informés. Les leaders de communautés africaines et camerounaises surtout sont conviés à cette conférence de presse qui se tiendra ici même dans le Maryland. Autre rendez-vous culturel et pas des moindres, c'est le 30 novembre 2019. Le 30 novembre 2019, c'est la 4e édition des African Awards of Washington. 4e édition des African Awards of Washington du côté de Tacoma Park, Carroll Avenue. Les petits plats vont être mis dans les grands ce soir-là. Une édition inédite. Et nous avons d'ailleurs le plaisir d'avoir dans ce studio le directeur des opérations des African Awards of Washington pour cette 4e édition du Duclos Chouatat. 30 secondes rapidement sur les awards. Bon, mais sur les awards, je voudrais simplement dire que nous allons mettre les petits plats dans l'écran. Et j'invite tout le public et ceux qui n'ont pas encore pris leur ticket parce que nous allons déjà à la solde. Donc, je voudrais inviter le public à être présent, non, que ce soit le public de Washington, que ce soit le public de la Californie. Ceux qui ne seront pas là auront tort. Alors, les tickets, ils se vendent à... Nous avons les tickets de $100 et les tickets de $50. Et sans oublier les packages publicitaires, les packages promotionnels. Vous avez plusieurs types de packages. Vous avez le package en or, le package en argent et le package en bronze. Rapprochez-vous simplement du comité d'organisation des African Awards de Washington. Vous appelez tout simplement le 202 971 56 57, le 240 481 11 73, le 571 471 68 51. Très bien. Alors, vous appelez un de ces numéros. Vous avez d'ailleurs la bande d'annonce sur votre petit écran qui parle de cette édition des African Awards de Washington. Mais avant cela, nous aurons eu le 19 octobre 2019 la soirée Black and White. La soirée Black and White du côté de Viking Center. C'est la fondation Sarah et Rebecca qui organise cette soirée Black and White. Sarah et Rebecca, cette fondation va
organiser cela pour la toute première fois. Ce sera la première édition de la soirée Black and White du côté du Viking Center. N'hésitez pas de prendre vos tickets aussi pour cela. Vous avez besoin de tickets pour la soirée Black and White. Appelez le 202 971 56 57. Média 2 Africa. Nous ferons le devoir de de vous envoyer à la bonne porte. Très bien. On va donc finir avec cette édition en vous donnant rendez-vous vendredi avec une autre édition du débat hebdomadaire. Ce sera vendredi prochain à partir de 18h. 18h. Vendredi prochain, 18h, me fait savoir la régie, avec le docteur Gou Santos, qui va être reçu par Modeste Bounoué. Modeste Bounoué, c'est notre confrère de la langue de Shakespeare. Modeste Bounoué sera là pour recevoir le docteur Santos. Nous serons là pour accompagner et sûrement, on pourrait avoir d'autres invités. On vous le fera savoir d'ici demain. Sur ce, on va simplement dire merci à Jules Kamfoudlati qui était à la caméra numéro 1, Alain Chamo à la caméra numéro 2 et au maréchal Tiano pour la réalisation de cette édition spéciale. On vous dit simplement bonsoir, rendez-vous avec les programmes de Média 2 Africa. Bye bye. Des actes criminels à violer les lois de la République feront face à nos forces de défense et de sécurité et subiront toute la rigueur de ces mêmes lois. Il en est de même des promoteurs de la haine et de la violence qui, confortablement et impunément installés dans des pays étrangers, continuent à inciter au meurtre et aux destructions. Qu'ils sachent qu'ils devront, tôt ou tard, rendre des comptes à la justice. J'en appelle justement aux pays qui abritent ces extrémistes. S'ils se soucient réellement de la situation des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qu'ils agissent contre ces criminels. La plupart n'ont plus la nationalité camerounaise, mais ils passent leur temps à collecter des fonds pour perpétrer des actes terroristes au Cameroun, à commanditer des incendies, des kidnappings et des assassinats et à lancer des mots d'ordre pour empêcher les enfants d'aller à l'école et les citoyens de vaquer tranquillement à leurs occupations. Des actes criminels à violer les lois de la République feront face à nos forces de défense et de sécurité et subiront toute la rigueur de ces mêmes lois. Il en est de même des promoteurs de la haine et de la violence qui, confortablement et impunément installés dans des pays étrangers, continuent à inciter au meurtre et aux destructions. Qu'ils sachent qu'ils devront, tôt ou tard, rendre des comptes à la justice. J'en appelle justement aux pays qui abritent ces extrémistes. S'ils se soucient réellement de la situation des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qu'ils agissent contre ces criminels. La plupart n'ont plus la nationalité camerounaise, mais ils passent leur temps à collecter des fonds pour perpétrer des actes terroristes au Cameroun, à commanditer des incendies, des kidnappings et des assassinats et à lancer des mots d'ordre pour empêcher les enfants d'aller à l'école et les citoyens de vaquer tranquillement à leurs occupations. Des actes criminels à violer les lois de la République feront face à nos forces de défense et de sécurité et subiront toute la rigueur de ces mêmes lois. Il en est de même des promoteurs de la haine et de la violence qui, confortablement et impunément installés dans des pays étrangers, continuent à inciter au meurtre et aux destructions. Qu'ils sachent qu'ils devront, tôt ou tard, rendre des comptes à la justice. J'en appelle justement aux pays qui abritent ces extrémistes. S'ils se soucient réellement de la situation des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qu'ils agissent contre ces criminels. La plupart n'ont plus la nationalité camerounaise, mais ils passent leur temps à collecter des fonds pour perpétrer des actes terroristes au Cameroun, à commanditer des incendies, des kidnappings et des assassinats
et à lancer.